Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, après une nouvelle attaque du convoi du gouverneur de la région du Nord-Ouest Cameroun, la riposte du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Il annonce un déploiement spécial des forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des populations dans les régions anglophones au Cameroun. À suivre dans ce journal les résolutions de la réunion du haut commandement militaire tenue ce jour à Yaoundé à la veille de la rentrée scolaire. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le convoi du gouverneur de la région du Nord-Ouest vient une fois de plus d'essuyer une nouvelle attaque alors qu'il se rendait à Fondon dans le Boyo pour apporter un soutien moral et matériel aux populations de cette partie secouée par une crise socio-politique. Le cortège a mis plusieurs heures pour rallier cette localité freinée par des tirs des bandes armées. Stellambou, Gladys Sidi. 65 km séparent Bamenda de Fondong. Un trajet qui se fait en 2 heures ou un peu moins. Pourtant, le convoi du gouverneur du Nord-Ouest a mis 5 heures d'horloge pour rejoindre la localité de Fondong. C'est le plan. Il a été attaqué par des individus non identifiés qui ont ouvert le feu. La riposte de l'armée a finalement permis au convoi d'avancer et d'arriver à destination. En se rendant à Fondong, Adolphe Lélé l'Afrique était porteur d'un message sur le retour des élèves à l'école. Il était aussi question d'évaluer la situation sécuritaire dans ce département de la région du Nord-Ouest où le calme est loin d'être de retour. Nous avons ensemble évalué la situation sécuritaire. Elle est sous contrôle, même si nous avons de nombreux sujets de préoccupation, dont tous avons pris la mesure sur le chemin qui menait à Fondong. Nous avons également saisi l'occasion de notre séjour aussi pour évaluer les préparatifs de la rentrée scolaire. Malgré le contexte, les autorités administratives et certaines forces vives patriotiques se mobilisent pour que le droit à l'éducation soit garanti aux enfants du Boyo comme ailleurs dans le Nord-Ouest et au Cameroun. Pour les populations, le gouverneur avait prévu des dons qui devaient être distribués dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Fondong. Mais personne ne s'est présenté. En l'absence des bénéficiaires, il s'est donc contenté d'une réunion d'évaluation avec les autorités. Toutefois, il se veut rassurant et déclare que le dispositif sécuritaire a été renforcé pour une rentrée scolaire sereine et pour un retour à la normale dans le département du Boyo et aussi dans la région du Nord-Ouest en général. Nous avons revisité le dispositif de sécurité précis par le chef de l'État pour accompagner le retour aux classes dans la région et le retour aux activités socio-culturelles. C'est certes encore difficile, mais nous osons croire que la mise en œuvre de toutes ces mesures permettra progressivement une reprise normale des activités dans le Boyo comme ailleurs dans le Nord-Ouest. Des mesures qui ne semblent pas dissuader les séparatistes qui ont de nouveau ouvert le feu sur le convoi du gouverneur alors qu'il quittait Fondong pour Bamenda. Les tirs étaient plus intenses cette fois et c'est au bout de 13 heures d'échange de tirs nourris que le calme est revenu, permettant ainsi au gouverneur et à sa suite de rejoindre la ville de Bamenda. Et le gouvernement fait donc face à la difficile équation de la rentrée scolaire dans les régions anglophones où la situation sécuritaire demeure préoccupante. Au cours d'une réunion de sécurité tenue ce jour à Yaoundé, le ministre de la Défense annonce une présence plus accrue des forces de défense et de sécurité cette année dans le nord-ouest et le sud-ouest en vue de protéger les populations. Le reportage de Joël Essengue et Guizoro. Face à la presse à Yaoundé pour la traditionnelle réunion sécuritaire d'avant la rentrée scolaire, le ministre de la Défense a fait le constat selon lequel la situation reste préoccupante dans les régions du nord-ouest
et du sud-ouest. La situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, elle demeure, comme vous le savez, précaire. Les terroristes sécessionnistes et autres bandits armés, bien que subissant de sérieux et cuisants revers au quotidien, ne désarment toujours pas encore. Revenant singulièrement sur l'année scolaire écoulée, elle aura été marquée par des moments difficiles pour les milieux de l'éducation. Durant l'année scolaire 2018-2019 écoulée, on a relevé de nombreux actes d'agression sur les élèves et les enseignants, des cas de bastonnade, des enlèvements, des amputations, voire des meurtres. Cette année, laisse entendre le ministre de la Défense, les forces de sécurité vont s'engager davantage encore au secours de l'école dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les forces de défense et de sécurité doivent plus que par le passé prendre toutes les dispositions pour une sécurisation optimale de la rentrée scolaire par la protection des écoles, des collèges, des lycées et des enseignants, ce qui permettrait de faire prospérer la mobilisation tous azimuts du gouvernement. Cette opération a un nom, Back to School, dont le but est de faire reprendre l'école normalement dans les deux régions anglophones. C'est le sens de l'opération Back to School, à laquelle les forces de défense et de sécurité prennent une part très active. Quant à la situation sécuritaire du reste du pays, elle a été présentée à travers des exposés par les commandants des régions militaires interarmées et les commandants des régions de gendarmerie. Il en ressort que la crise anglophone déteint sur les régions de l'ouest et du littoral. Dans l'extrême nord, la résurgence de Boko Haram fait l'objet d'une riposte des forces de défense et de sécurité, tandis que les enlèvements ont drastiquement diminué dans la Damawa et que les risques liés à la crise centrafricaine se sont relativement amoindris. Et l'ambassade des États-Unis à Yaoundé rappelle aux citoyens américains que la situation sécuritaire au Cameroun demeure instable et recommande à ses concitoyens de suivre les meilleures pratiques en matière de sécurité pour rester informés, préparés en cas de crise. Et à moins de 3 jours de la rentrée scolaire 2019, dans quel état physique se trouvent les écoles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun? Eh bien, la plupart de ces écoles sont restées fermées et malgré cette fermeture, le sous-préfet de Kumba invite les différents maillons de la chaîne éducative à s'investir pour une rentrée effective lundi prochain. Xavier Foucault. À quelques jours de la rentrée scolaire 2019-2020, à une ou deux exceptions près, c'est un silence de cimetière qui bat son plein dans différents campus du 2e arrondissement de Kumba. Les établissements restent fermés, aucun nombre de vie ou d'activité humaine. Le préfet lance son appel à l'endroit des parents et des élèves. Nous demandons aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Nous demandons aux élèves de repartir à l'école. Aucun développement sérieux ne peut s'effectuer sans éducation. No meaningful development can come without education. Pour davantage sensibiliser sur la question, le préfet a saisi l'occasion du lancement officiel de la rentrée scolaire pour interpeller d'autres maillons de la chaîne éducative de la localité. Nous avons donné des instructions à tous les chefs d'établissement de Kumba 2 de prendre toutes les dispositions pour que les campus soient nettoyés afin que les élèves puissent effectivement reprendre l'école le 2 septembre 2019. L'administrateur civil annonce également qu'un contrôle sera effectué pour se rassurer de la présence effective des enseignants à leur poste. Pour lui, le salaire qu'ils perçoivent doit être le fruit de leur travail. Et la rentrée scolaire 2019-2020 s'annonce également incertaine dans les localités frontalières aux régions anglophones, notamment à Loum, Djombe, Penja, Mbanga, dans le département du Mungo. Les manuels, les fournitures scolaires disponibles dans les différents marchés cherchent désespérément acheteurs et l'argent se fait rare et les commerçants s'indignent à quelques heures de cette rentrée scolaire et s'inquiètent également de la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Jacquino Molong et Flavien Valondongo. Dans les villes de Loum, Djombe, Penja et Mbanga, dans le département du Mungo, région du littoral,
Des espaces marchands sont inondés de fournitures scolaires. Seulement, des acheteurs sont invisibles à quelques heures de la rentrée. On n'est même pas sûr qu'il y aura la rentrée parce qu'on n'a même pas 5 francs. Nous, on le vend au marché. Regarde comment le marché est sec. Tu vas vendre quoi? Nous sommes là, on vend le sac scolaire. Les parents ne regardent, personne ne regarde. Ils sont comme ça. Il y a même les jours que tu peux rentrer sans même vendre un sac en pleine rentrée scolaire. Alors si on n'achète pas les sacs, on n'achète pas les cahiers, ni les sacs, qu'on va acheter quoi alors? Parmi les parents qui sillonnent ces différents espaces marchands au quotidien, il existe plus d'admirateurs que d'acheteurs, d'où les inquiétudes des commerçants. Il y a les parents sur le marché, mais vraiment, ils n'arrivent même pas à réagir. Regardez le comptoir, regardez même tout au long là. C'est grave, on n'arrive même pas à détecter un client qui a l'air d'acheter quelque chose. C'est vraiment très fort l'année-ci là. Chez les couturiers, l'ambiance est la même. Des tenues de classe cousues quelque temps avant pour être achetées par des parents d'élèves attendent désespérément acheteurs. Même nous les couturiers aussi là, c'est juste parce qu'on ne peut pas dire qu'on saute une année parce que l'année là, ça ne marche pas tellement. À côté des difficultés observées sur le terrain pour l'achat des manuels et fournitures scolaires, les inscriptions des élèves des localités concernées et ceux venus des régions en crise connaissent un manque d'engouement. La crise anglophone qu'on vit actuellement là, les parents sont dans les difficultés pour inscrire les enfants. Malgré tout, certains établissements scolaires s'apprêtent à accueillir des élèves en mettant la propreté et plus encore le renforcement du nombre de tables bancs. Le personnel est là et nous n'attendons que l'arrivée des élèves dès lundi le 2. À cette allure, la rentrée scolaire prévue le lundi 2 septembre prochain risque de connaître plusieurs vitesses. Autre actualité au cœur de ce journal, la crise au sein du top management de la Camerco trouvera-t-elle une solution le 5 septembre prochain? Après le clash enregistré entre le PCA et le directeur général il y a quelques jours, un conseil d'administration est convoqué en vue d'examiner la situation financière, technique et même administrative de la compagnie aérienne nationale qui traverse de plus en plus des zones de turbulence. On fait le point dans ce reportage d'Éric Martial Diomon. C'est un conseil d'administration des plus houleux que les observateurs s'attendent le 5 septembre prochain à la Camerco. En effet, parmi les 12 points inscrits à l'ordre du jour, figure un qui porte sur la situation de la compagnie avec un sous-point qui a pour libellé, point sur la nomination de certains personnels et responsables sans avis préalable du conseil d'administration. Tout part d'un certain nombre de textes signés le 19 août 2019 par le directeur général de la Camerco, redéployant le personnel au sein de cette structure. Un redéploiement massif et des nominations qui n'ont pas reçu l'assentiment du président du conseil d'administration. Ce dernier, à travers une correspondance datée du 20 août 2019, demandait au directeur général de procéder à l'annulation pure et simple de tous ces textes jusqu'à la production des résultats de l'audit interne sur le plan des infrastructures, des ressources financières, matérielles et humaines commandées par le conseil d'administration. Or, dans un autre courrier daté du 23 août 2019, Louis-Georges Difendi Kotou, directeur général de la Camerco, tente de justifier ce redéploiement massif du personnel par les impérieuses nécessités de service et l'impulsion de la dynamique pour la mise en œuvre de la stratégie de stabilisation de l'entreprise à court terme. Plus encore, il s'appuie sur le fait que plusieurs des postes pourvus par ces textes étaient vacants alors qu'indispensables pour l'atteinte des objectifs. Le directeur général se félicite aussi des performances économiques de la Camerco sur ces derniers mois avec l'émission de 341 millions de francs CFA au mois de mai 2019, passé à 937 millions de francs CFA au mois de juillet 2019. Nul doute que le bras de fer entre le directeur général et le président du conseil d'administration de la Camerco connaîtra une issue, ceci à l'issue de la 48e session du conseil d'administration de cette structure. Et signalons à la suite de ce reportage que le directeur général de la Camerco a annulé ses précédentes décisions qui lui ont valu un rappel à l'ordre de sa tutelle. Louis-Georges Difendi Kotou a donc suspendu ainsi l'opération de déploiement du personnel signée les 19 et 20 août 2019. L'information est contenue dans une des décisions rendues publiques hier.
Plus de 5 ans après le scandale des crimes rituels, le quartier Mimboman se remet peu à peu de ce triste souvenir. Quelques promesses faites par le gouvernement ont été tenues avec le soutien des populations, même si beaucoup reste encore à faire. C'est dans ce contexte fait de défis qu'une conférence débat a été organisée en vue de renforcer le vivre ensemble. Le reportage de Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop. C'est encore frais dans les mémoires. Le spectacle désolant des jeunes, principalement de jeunes filles, sauvagement assassinées et plusieurs parties du corps mutilées. Pas facile pour les habitants de Mimboman de tourner une page aussi triste. Nous avons eu des moments très difficiles il y a de cela 5 à 6 ans, notamment avec les crimes rituels. Vous savez, Mimboman, c'est un quartier très grand. Nous avons été très affectés par ces crimes parce que parfois ça s'est passé bien loin de nous, par exemple, qui sommes au dispensaire, mais du moment où ça concernait tout le quartier, vraiment, en termes d'image, notre quartier était très affecté. À la suite de cette série noire qui demeure mystérieuse, le gouvernement avait pris un certain nombre d'engagements allant dans le sens de la sécurisation du quartier et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Plus de 5 ans après, quelques changements sont perceptibles. En termes de viabilisation du quartier, nous avons maintenant un axe lourd, je peux dire une pénétrante qui a été construite sur 2 voies qui desservent le quartier. Parce qu'avant, ce n'était pas facile, il n'y avait pas de route et l'occasion faisant le larron, les mauvaises personnes utilisaient cela pour perpétrer ces actes. Maintenant, nous avons une grande route, nous avons l'éclairage, nous avons un commissariat, nous avons une compagnie. Maintenant, les choses ont un peu plus évolué qu'avant. Mais il y a encore à faire dans un quartier qui est l'un des plus vastes de la capitale. Et en attendant les pouvoirs publics, les populations ne croisent pas les bras et s'organisent comme elles peuvent pour apporter leur contribution aux actions visant entre autres l'hygiène et la salubrité. On se retrouve, on essaye de parler de soit faire un aménagement quelque part, il y a des sites généralement que nous trouvons. On a par exemple des pousses qu'on va donner aux jeunes, aux plus petits qui se retrouvent généralement, qui font un ménage. Ils peuvent partir d'un coin à un autre. Il y a par exemple de l'eau que nous offrons gratuitement. On a des comités de vigilance qui nous permettent de pouvoir sécuriser nos environnements, c'est-à-dire dans notre quartier. Il y a ceux qui prennent le jour, il y a ceux qui viennent prendre la nuit. Il n'y a pas de risque zéro. On se connaît à peu près tous, donc dans la nuit quand vous voyez un étranger dans une rue, vous n'avez pas l'habitude de le voir, vous vous questionnez, vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait là, vous essayez de comprendre. Ça attire votre attention. C'est dans un tel environnement fait de défis qu'une conférence débat a été organisée sur le renforcement du vivre ensemble, au moment où certains esprits tordus surfent sur la fibre tribale pour tenter d'opposer les Camerounais entre eux. Et c'est le professeur Claude Abbé qui a rappelé l'impérieuse nécessité de préserver les acquis du vivre ensemble. Un discours qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Nous sommes d'abord dans un quartier cosmopolite où nous retrouvons presque toutes les ethnies. Le Bamleke vit avec les Hondo, le Boulou avec le Bafia avec les Tones. Au contraire, à travers les associations, vous allez voir les inséparables que nous retrouvons toutes les ethnies. Et nous vivons ensemble. Savoir que nous sommes dans un même pays, une même patrie et nous appartenons tous à un même terroir. Mimboman se remet peu à peu de l'une des plus tristes pages de son histoire. Les crimes rituels relèvent désormais du passé, même si d'autres défis quotidiens restent à relever. Ici, l'on scande à l'unisson, plus jamais ça. Et qu'est devenue la zone de relocalisation des populations riveraines du port autonome de Kribi? D'énormes sommes d'argent ont été dépensées sans que les populations n'en soient bénéficiaires. Les investissements sont en ruine, les populations aux abois. Joseph Abena. Voici la zone de recasement sud des riverains du port autonome de Kribi. Ici, c'est une case pilote inaugurée à grand renfort de publicité par le ministre des Affaires sociales. Ces forages n'ont jamais fonctionné, tout comme ces poteaux électriques qui tombent en ruine avant même leur utilisation. Les personnes déguerpies se débrouillent comme elles peuvent ailleurs, avec interdiction formelle de mettre pied ici. Ça ne sert à rien, ce n'est pas pour nous. Ça c'est un vol organisé, ils ont fait ça pour voler l'argent. Parce que l'installation de lumière qu'on a fait là, c'est l'argent qui est parti. L'école qu'on a conçue, c'est l'argent. Donc c'est une mafia qui sont faits pour s'enrichir. Maintenant, qui reste la personne? Vraiment, le gouvernement, ces gens-là où ils ont fait l'école qu'ils ont fait, nous on ne connaît même pas. Parce qu'ils mettent les chariots avant les bœufs.
Donc l'école qu'ils ont fait là, c'est une école qui ne sert à rien. Parce que même moi-même qui suis au village, je réfléchis 10 000 fois plus que eux. Ces constructions étaient justement l'œuvre d'un riverain qui avait reçu l'ordre d'arrêter les travaux. L'école construite ici ne sert pratiquement à personne. Un investissement qui tombe littéralement dans l'eau. Mon oncle, l'adjoint au chef, il avait commencé. L'ordre est sorti de Kribi, il a arrêté. Et depuis qu'il a arrêté jusqu'à aujourd'hui, on ne parle plus de ça. L'herbe ne fait que pousser, les poteaux sont en train de tomber comme vous avez constaté. L'école a été construite. Maintenant, ce sont les souris qui étudient dans cette école. Les souris, parce que le plafond se perce tout et tout et tout. On dit que ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les travailleurs du port. Et c'est ça aussi, parce que si c'était pour nous, on devait aller là-bas. On devait aller là-bas depuis. Mais jusqu'à présent, rien. Nous sommes là. Comme cette zone de recasement, plusieurs investissements sont ainsi abandonnés de la sorte dans la région du Sud, consommant ainsi inutilement le budget de l'État. Et la filière artisanale peine à émerger. Pourtant, le Cameroun est l'un des plus anciens foyers de l'art africain. Les artisans de bois, par exemple, sont confrontés à de nombreuses difficultés qui freinent son essor, sa modernisation, et très peu d'entre eux jouissent des retombées de leur art. Et bien plus, ils dénoncent un laxisme des pouvoirs publics ainsi qu'un manque d'accompagnement. François Dikoumé et Kedira. Le secteur de l'art au Cameroun se trouve en pleine expansion. Si le sujet reste mal connu de nombreux citoyens, ces œuvres confectionnées avec passion et amour font fondre les cœurs les plus durs. C'est le cas aujourd'hui de l'art opéré sur du bois qui lentement mais sûrement fait son bonhomme de chemin. Auparavant, beaucoup pensaient que ce n'était que des Occidentaux qui étaient des consommateurs des œuvres de ce genre. Mais aujourd'hui, il y a des Noirs comme nous, nos frères camerounais, qui essaient de comprendre que ce sont des œuvres que normalement ils doivent aussi utiliser parce que c'est des œuvres qui mettent tellement long, qui ne se détériorent pas au fil du temps comme des autres œuvres qui viennent de l'extérieur. Pourtant, ces artisans font face à de nombreuses difficultés. Les œuvres d'art ne s'en se vendent pas comme des bouts de pain. Il y a des gens qui sont intéressés de sortir du pays avec nos œuvres. Mais lorsqu'ils arrivent au niveau où peut-être il doit prendre un vol ou peut-être un bateau pour sortir avec, on lui demande des documents qu'il n'arrive pas à fournir. Et c'est ça qui fait en sorte que nous n'arrivons plus à s'en sortir vraiment dans ce que nous avons appris comme métier. Au-delà de celle-ci, la non-assistance des pouvoirs publics au détriment de la loi 2007/004 du 3 juillet 2007 sur l'artisanat qui en son chapitre 3 fixe les conditions d'encadrement des artisans et des entreprises artisanales. Il laisse alors ces jeunes artisans se battre tout seuls dans un environnement rendu toxique, dans un premier temps par des produits de brocante vendus à prix de rien, et ensuite par les œuvres des grands designers suédois, italiens et même français qui n'hésitent pas à se tailler une part de lion dans le marché local malgré la cherté de leurs produits. Alors pour survivre, nos artisans se trouvent des stratégies nouvelles. Nous essayons un peu d'aller de porte en porte, faire comme on dit la publicité, de présenter nos œuvres dans les ménages. Par exemple, comme cette table, je l'ai présentée lors d'une cérémonie qui ne concernait même pas l'art. Mais les gens ont découvert ça, ils ont été contents de voir et ils ont cherché à savoir où je travaille et ils m'ont retrouvé bien après. Et je suis en train de faire des petits objets qui vont un peu dans des ménages et c'est là où nous pouvons un peu trouver de quoi manger. Pourtant, leurs œuvres, au-delà de leur beauté et des valeurs culturelles qu'elles véhiculent, ne nuisent que très peu à la nature, car la plupart du temps, il s'agit de récupération d'essences déjà détruites par des importateurs de bois. Nous travaillons essentiellement avec du bois de récupération, donc des troncs d'arbres qu'on a déjà exploité le bois en forêt et les souches sont restées. C'est ça maintenant que nous allons dans la forêt, on essaie de faire soustraire ça du sol et puis pour pouvoir permettre de sortir de tes œuvres que vous êtes en train de voir actuellement. Oui, il y a l'Est du Cameroun, il y a le Sud et particulièrement des forêts déjà exploitées. Parce que nous ne pouvons pas abattre des arbres qui sont encore debout. Nous exploitons juste des arbres qu'on a déjà étudiés, qu'on a coupé des parties et on nous a laissé des souches. Des essences de toutes sortes utilisées pour sculpter du mobilier
mais également du matériel de décoration. C'est tellement varié comme vous pouvez constater. Il y a l'iroko, il y a l'ébène, il y a le wenge, il y a le padou, il y a le bibinga, il y a le zingana, pour ne citer que cela. D'ici à ce que les choses changent, ces artisans pleins de volonté n'entendent pas baisser les bras. C'est la fin de cette édition d'information du vendredi 30 août 2019. Dans un instant, le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir avec Serge Alain Otto et ses invités. Serge Alain. Justement, Nadine Yambo, le débrief tout à l'heure, nous revenons sur cette énième attaque du convoi du gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé l'Afrique. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain Otto, ainsi qu'à vos vendredi invités. 20h. Exactement, Serge Alain. Merci. Voilà.